Le talent dans les gènes, donc c'est une approche un peu de le mythe de les gens qui ont ce talent inné, qui sont des génies, des personnages incroyables, etc. Devant le génie, devant les gens qui sont particulièrement doués à quelque chose, il y a un truc qui est souvent mis en avant, donc c'est la génétique sans forcément le dire, parce que des fois c'est juste dire, bon bah, t'es un musicien ou une musicienne née, t'es un footballeur ou une footballeuse née, c'est genre, bah, voilà quoi, c'est dans tes gènes, t'es prédisposé à la naissance. Et donc en fait, il y a vraiment ce truc de, c'est né, tu l'as en toi quoi. En revanche, en Grèce antique, ce qui était mis en avant, c'était les muses. Et donc le talent, c'était un truc passager, c'était un état de grâce. Et donc il y avait un truc qui était à la fois un peu plus sain et aussi différent, dans le sens où on n'allait pas légitimer une personne en tant que personne en disant ah oui, tu es une personne avec un don de naissance, c'est en toi. Et donc il n'y avait pas cette approche biologique et essentialisante un peu. Dans la croyance populaire, on a aussi tendance à penser que dans la science, il y a ce truc de Archimède dans sa baignoire là qui crie Eureka, et d'un coup il y a une idée et donc un truc un peu soudain quoi, de genre on-off quoi. Et en fait, quand on s'intéresse un peu plus sérieusement à ça, ce qu'elle dit, c'est que par exemple Dostoïevski qui a écrit des bouquins et qui est quand même reconnu pour oh là là, c'est incroyable sa manière d'écrire, etc. En fait, dans son bouquin qui s'appelle L'Idiot, qui est très reconnu, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait 8 plans différents qui avaient été écrits pour le bouquin. Et c'est pas genre, ah oui, la révélation, etc. C'est que c'est quelqu'un qui a bossé sur différents trucs. Et il n'y a pas eu juste ce truc de genre, oh là là, ça vient tout seul, c'est le génie, c'est les muses. On arrive très vite sur le débat de c'est quoi l'inné, c'est quoi l'acquis. C'est quoi le génétique, c'est quoi le social. C'est un peu la caricature, mais globalement c'est ça quoi. Donc dans un premier temps, l'approche c'est ok, est-ce que c'est vraiment de l'inné quoi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la fable du talent dans les gènes. Et donc, d'une part, ça implique la notion d'héréditaire, mais ça implique aussi quelque chose qui ne s'altère pas dans le temps. Parce que, sauf mutation très très intense, normalement, votre code génétique ne change pas trop dans la durée de vie. Il y a une comparaison qui est faite avec le parfum, c'est de dire un parfum, c'est une recette, des composants et un mode opératoire. Pour bien comprendre où peut se situer la confusion, utilisons une métaphore où un individu serait l'équivalent d'un parfum. Pour l'élaborer, il faut une recette de fabrication, entre parenthèses la part innée du patrimoine génétique, des composants comme des huiles essentielles et des eaux florales, la part acquise de l'environnement, et un mode opératoire selon lequel la recette sera réalisée, dans quel flacon il sera conservé, à l'abri de la lumière ou pas, entre parenthèses, l'interaction de son patrimoine génétique avec l'environnement, social, matériel et culturel. Il y a une part qui est la génétique, il y a une part qui est l'environnement, et il y a une part qui est comment l'un agit avec l'autre en fait. Parce que c'est pas juste l'un ou l'autre, c'est aussi l'un qui agit avec l'autre. Dans beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a des facteurs génétiques, et après on dit ah oui mais en fait ces facteurs génétiques c'est une prédisposition, mais il faut un facteur environnemental pour l'apparition d'un trait, d'une maladie, de plein de choses quoi, de ce qu'on étudie en général quoi. Elle commence par faire un petit peu un historique de la génétique, grosso modo. Hein. Ça commence tout d'abord par Charles Darwin qui arrive et qui dit voilà la théorie de l'évolution. Donc la théorie de l'évolution, ça implique la notion d'hérédité. C'est-à-dire les individus les mieux adaptés à leur environnement vont être favorisés à mieux survivre et donc l'espèce va évoluer dans un sens où les mutations génétiques le portent vers une meilleure adaptation à son environnement. Le cousin de Darwin, Francis Galton, travaille lui sur l'héritabilité de la taille ou de l'intelligence. Donc lui il se dit ok, donc on est capable de voir qu'il y a des liens entre que la théorie de l'évolution elle suggère qu'il y a de l'hérédité dans les traits des individus. Et lui il se dit du coup ce serait cool de savoir comment se transmet la taille des individus, savoir si est-ce que parce que vos parents sont petits ou grands vous allez être petit ou grand. Est-ce que c'est parce qu'ils sont intelligents ou pas, vous allez être intelligent ou pas? Et donc c'est là où aussi notamment on rentre dans le dark side de l'histoire, c'est que Francis Galton, lui il s'intéresse pas à ça de manière complètement neutre, c'est-à-dire que ce mec-là c'est l'inventeur de l'eugénisme. Donc il s'intéresse à ça dans un truc de genre, d'une certaine manière le mec il arrive en disant si on peut trouver comment on fait hériter les meilleurs traits, on peut faire améliorer l'espèce humaine en favorisant la reproduction des gens qui ont ces meilleurs traits et accélérer le processus évolutif entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il pense, mais à mon avis dans sa tête il se voit comme un good guy en mode je vais apporter un monde meilleur.
Bon, l'eugénisme, c'est pas trop ça. Bon, sait-on jamais, s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est que l'eugénisme, c'est l'idée qui mène à la suprématie blanche, c'est l'idée qui mène au nazisme, c'est l'idée de dire que, en fait, on peut, en bidouillant sur qui fait des enfants, qui n'en fait pas, dans quelles conditions on favorise telle ou telle partie de la population, on va améliorer le potentiel global de la race humaine. En 1863, Gregor Mendel, qui est pareil, je crois qu'il est botaniste lui, il décrit ce qui s'appelle les lois de Mendel, donc c'est de dire comment on reçoit la moitié de notre patrimoine génétique de notre père, la moitié de notre mère, etc. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en réalité, c'est pas la même chose selon les plantes, selon les animaux. Honnêtement, je les connais pas en détail. Comprendre dans quelle mesure et vraiment on s'approche de comprendre comment fonctionne le matériel génétique, quoi. Et donc, environ 50 ans plus tard, Wilhelm Johansen, qui introduit les termes de génotype et phénotype. Donc, génotype, c'est grosso modo ce qui est écrit dans vos gènes, et phénotype, c'est votre comportement et l'expression de vos gènes. Par exemple, dire telle personne a les yeux de telle couleur, ça c'est du phénotype. Par contre, regarder précisément et dire voilà, c'est ces gènes-là qui codent la couleur des yeux, ça c'est s'intéresser au génotype. Donc globalement, de Darwin à l'ADN, il y a quand même un chemin qui se fait. Et puis, donc, on revient sur ce que je disais un peu avant, qu'elle dit dans son bouquin, c'est qu'aujourd'hui, on se rend maintenant compte que l'ADN, c'est pas l'unique support de l'information biologique. On peut transmettre de l'information biologique à ses descendants par d'autres moyens que juste l'ADN au moment de la conception, quoi. Donc ça, c'est un peu, c'est quoi les histoires d'où ça vient tout ça. L'inné versus l'acquis, c'est intéressant, mais en fait, c'est un faux dilemme. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inné, et notamment, c'est ce qu'elle dit tout le temps déjà dans son analogie avec le parfum, c'est qu'il y a des choses de l'ordre de l'inné, il y a des choses de l'ordre de l'acquis, mais il y a aussi des choses de l'ordre de l'interaction entre les deux, en fait. Donc, c'est pas aussi simple, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est comme voter ou militer, quoi. Le généticien et essayiste français Albert Jacquard a utilisé une image que je trouve éclairante. Il compare l'interaction entre inné et acquis dans les traits humains avec l'interaction entre le ciment et les briques dans un mur. Les deux sont nécessaires et les deux interagissent. Ce changement de paradigme nous amène à admettre que les gènes seuls ne déterminent ni ne causent quoi que ce soit. Ils n'agissent pas isolément et ne peuvent plus être considérés comme des éléments liés de manière univoque au développement d'un caractère. Nous sommes ainsi passés d'un point de vue réductionniste à une représentation où les gènes s'inscrivent dans un champ de possibilités et de contraintes environnementales. Le talent, selon ce paradigme, ne peut pas être inné car il n'y a pas de relation directe entre les gènes et les caractéristiques psychologiques. L'idée populaire selon laquelle il existerait des gènes liés à des traits humains complexes, comme les capacités intellectuelles, sociales ou artistiques, est tout simplement fausse. Les caractéristiques comme l'intelligence ou le talent ne sont plus vues comme des entités monolithiques, mais plutôt comme le produit d'une combinaison stellaire de facteurs génétiques et environnementaux. Ainsi, le talent n'est certainement pas un gène et il n'est pas non plus contenu dans les gènes. Et d'autant plus pour des choses qui sont de l'ordre de très complexes, quoi. Et notamment, en fait, c'est un peu con, mais très vite, de la même manière que si on pousse tout à l'extrême sur le point de vue génétique, si on pousse tout à l'extrême sur le point de vue environnemental, on peut trouver des cas limites où les facteurs génétiques ont plus d'incidence, quoi. On fait un séquencement génétique d'un embryon et on se dit, bon voilà, à quoi va ressembler tel enfant, quoi. Et donc, normalement, dans le matériel génétique, on est capable de déduire des choses s'il y a des choses purement génétiques. La réalité des choses, c'est que si on regarde un truc purement environnemental et que la mère de l'enfant devient malade ou je ne sais quoi, l'embryon n'arrivera même pas jusqu'à devenir un enfant à la naissance, quoi. Donc, en fait, déjà là, quand on part sur un truc extrême, on se rend compte que il y a des trucs qu'on juste pas de sens, quoi. Ça peut jamais être que l'un ou que l'autre. Il y a toujours un truc qui fait que c'est chacun définit un peu un cadran et après ça varie en fonction de l'environnement, quoi. Et donc globalement conclut là-dessus donc en disant le talent ne peut pas être inné.